J'ai pris deux superbes positions sur USD JPY sans avoir aucun signal technique sur mon graphique, juste en me basant sur la fondamentale et l'analyse et interprétation économique. Je vais vous expliquer en détail ce qui m'a fait rentrer et vous expliquer aussi surtout comment vous pouvez le faire à votre tour en maîtrisant ce type de sujet. Je vous pose 2 secondes et on en parle en détail. Je vais vous poser ici, bon le setup est un peu ghetto, mais l'important c'est ce que je vais vous transmettre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyse technique vous montre ce que le marché est en train de faire. Mais l'analyse fondamentale, elle, vous montre ce que le marché va potentiellement faire par la suite. Et le cas USD-JPY est l'exemple parfait qui illustre cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'on était full haussier sur tous les aspects, d'accord? En weekly, en daily, en H4, on était sur des records historiques, sur records historiques quasi, et surtout, on montrait aucune faiblesse à la baisse. Donc, aucune inversion possible sur laquelle surfer. Mais pourtant, fondamentalement parlant, la situation devenait de plus en plus dangereuse. Et c'est ça qui m'intéressait. Ce qui va être important dans un premier temps, c'est remettre du contexte. Pourquoi USD-JPY était aussi élevé? Quand USD-JPY monte, ça veut dire deux choses. Le dollar se renforce face au yen japonais et le yen se déprécie face au dollar. Et depuis plusieurs années, l'un des principaux moteurs de ça, c'est le différentiel entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon. Pendant longtemps, les États-Unis ont proposé des taux beaucoup plus élevés que le Japon, ce qui est très intéressant point de vue investisseur. Vous pouvez vous financer dans une monnaie avec des taux relativement faibles comme le yen et placer votre argent dans des actifs libellés dans une monnaie qui a des rendements plus intéressants, comme le dollar. En termes un peu techniques, c'est ce qu'on va appeler le carry trading. Et tant que ce différentiel dure pendant un moment, ça va faire tout simplement une demande vers le dollar et une pression vendeuse pour le yen. Et c'est ce qui a fait que malgré que la paire était déjà très haute, elle a continué à monter, parce que ce différentiel a continué aussi. La banque au Japon, donc la BOJ, a pourtant normalisé sa politique monétaire, parce qu'elle a remonté son taux directeur à 1%, son plus haut niveau depuis plus de 31 ans. Pour illustrer à quel point c'est quand même une situation exceptionnelle, mais pourtant, malgré ça, le yen japonais continue à souffrir parce que les investisseurs trouvent que cette normalisation est beaucoup trop faible par rapport au taux actuellement qu'on peut avoir déjà aux États-Unis. C'est à ce moment-là que du coup je me suis penché sur l'USD-JPY. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on a ce raisonnement qui se crée quand on est éduqué fondamentalement parlant et économiquement parlant. Quand on voit cet écart et ces plus hauts qui sont cassés les uns après les autres, on se demande justement, est-ce que le Japon va continuer à laisser souffrir le yen comme ça indéfiniment? Parce qu'en soi, si on se base sur des notions un peu simples et classiques, on peut se dire qu'une monnaie qui déprécie, c'est pas forcément que négatif, notamment avec les entreprises qui peuvent se retrouver à exporter des produits en dehors du pays. En réalité, pour le Japon, ça a un énorme défaut, parce que le Japon importe énormément d'énergie et de matières premières. Donc naturellement, vous me voyez venir, avec le conflit qui se passe actuellement au Moyen-Orient, notamment avec le pétrole et certaines énergies, le Japon fait partie des acteurs qui souffrent le plus de cette situation. Parce qu'un pétrole cher plus un yen extrêmement faible, c'est une double peine pour le pays. Parce que l'énergie importée coûte encore plus cher, parce que son prix mondial augmente, mais elle coûte encore plus cher une fois convertie dans une monnaie qui est en train de se déprécier. Donc pour résumer tout ce que ça entraîne, derrière vous avez une inflation importée, perte de pouvoir d'achat des ménages, hausse des coûts pour les entreprises et pression politique sur le gouvernement japonais. C'est bien pour ça que les autorités japonaises sont autant tournées et sensibles au mouvement rapide du yen. Et même le Trésor américain avait lui-même averti fin juillet à ce sujet, disant que la faiblesse persistante du yen devenait problématique, et même avait appelé à la banque japonaise de continuer sa normalisation sur sa monnaie pour pallier à tout ça. Donc déjà là, je vous ai mis dans le bain sur ma réflexion, avant même du coup quoi que ce soit, vous voyez, ça peut un tableau, et automatiquement, vous n'êtes pas encore plongé, positionné sur le marché, que vous avez déjà une réflexion qui vous fait dire quand même, je suis plus confortable à acheter ou à vendre. Là, dans ce contexte-là, je m'attends potentiellement à une vente, une inversion de tendance. Et en parlant d'inversion de tendance, justement, fin juillet, on est arrivé sur un USD-JPY qui commençait à côtoyer les 164. Déjà, à ce moment-là, on arrive sur un niveau que le marché n'a pas côtoyé depuis à peu près 4 décennies. Donc d'accord, graphiquement, la tendance reste haussière. Mais fondamentalement, le rapport rendement-risque devient complètement différent. Parce qu'en fait, plus le yen s'affaiblit, plus le coût politique et économique pour le Japon augmente. Mais aussi tout simplement, plus du coup l'intervention officielle peut arriver. Et c'est exactement à ce moment-là précis que dans ma tête, j'ai commencé à penser qu'un short, donc une vente, pouvait être intéressant. Parce que je sais maintenant qu'il existe un acteur qui peut débarquer sur le marché avec plusieurs milliards et inverser toute la donne, l'État japonais. Donc à partir de là, mon analyse est posée et je commence à avoir une direction qui se dessine de plus en plus dans ma tête. Et je vous le donne en mille, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 30 juillet, alors que le dollar évoluait au-dessus des 162, 163 et venait de toucher des niveaux très proches des 64, le yen s'est brutalement apprécié. USD-JPY est passé en quelques heures vers 158 et quelques. Pratiquement 3% de mouvement. Sur une paire de devises comme USD-JPY, c'est énorme. C'est justement la première position sur USD-JPY dont je vous parlais. Et cette bougie, en fait, baissière, englobante, excessive, ce que vous voulez, n'est pas simplement une bougie apparue de nulle part. Les autorités japonaises sont intervenues sur le marché d'échange pour acheter du yen et vendre des devises étrangères. Et c'est justement important de comprendre la mécanique.
Si le Japon veut défendre le yen, il utilise une partie de ses réserves en devises étrangères pour acheter du yen massivement. Vous créez donc soudainement une énorme demande pour le yen. Et donc, le yen apprécie. Et mécaniquement, du coup, USD JPY chute. Reuters a notamment déclaré que ça avait toutes les caractéristiques d'une intervention officielle comme il pouvait faire à l'époque, mais surtout en fait il s'est passé un autre détail exceptionnel. Les États-Unis ont ensuite participé aux actions pour soutenir le yen. On a donc eu une forme de coordination entre Washington et Tokyo, chose extrêmement rare sur le marché d'échange. Le Trésor américain et la Fed de New York ont participé à des opérations destinées à soutenir la monnaie japonaise, tandis que les autorités américaines avaient également effectué des rate checks, c'est-à-dire demander aux banques des cotations sur le yen, un signal très surveillé parce qu'il peut précéder une intervention. Donc tout ça, c'est le détail pour la première position. Après, attention, une intervention comme ça ne suffit peut-être pas, dans le sens où ça gonfle artificiellement la demande, mais c'est pas pour autant qu'on va pas avoir un retour encore à la hausse comme on a pu connaître dans le passé. Mais pourquoi je suis rentré du coup une deuxième fois à la vente sur USD/JPY? Pareil, quelque chose que je vais vous dupliquer et qui est hyper intéressant et surtout qui est hyper important pour que vous puissiez arrêter de tomber dans des pièges, c'est vous poser toujours la question pourquoi ça devrait monter ou pourquoi ça devrait descendre. Au lieu de voir juste un mouvement excessif, vous dire oh, c'est tellement tombé, ça va remonter au bout d'un moment parce que là c'est tombé trop fort, plutôt vous poser la question de est-ce que ça devrait monter en fait? S'il n'y a pas de raison, ça va tomber. S'il n'y a pas de raison que ça baisse, ça va monter. Comme on a pu connaître sur l'or à l'époque, quand on a fait notre rallye des 2000 jusqu'au 5000, des gens ont essayé de vendre à 2500, à 3000, à 3500, à 4000, et pourtant ça a continué de monter. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'instabilité, qu'on avait de l'incertitude, que l'or a fait son rôle de valeur refuge. Donc en fait, est-ce qu'il y avait une raison, dans le contexte qu'on avait, que l'argent sort de l'or pour aller sur d'autres actifs? Non. Tout le marché est en risk off, donc la volonté de ne pas prendre de risque, inutile. Donc dans ce cas-là, ne cherche pas à vendre bêtement ton or, plutôt suis le flux, si il est toujours dans un contexte logique. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant on va voir du coup pourquoi j'ai pris une position encore à la baisse sur USD/JPY. Parce que le 7 août, on a eu une nouvelle accélération à la baisse sur USD/JPY. Le rapport sur l'emploi américain est tombé, on a eu beaucoup moins d'emplois que prévu par rapport au consensus, donc automatiquement ça a créé un énorme décalage, une conséquence directe sur le marché. Les rendements américains, notamment de 2 ans, ont chuté. Et lorsque les rendements américains baissent, l'avantage du rendement du dollar face au yen diminue. USD/JPY est alors descendu aux alentours des 156,60 avant de revenir vers 157. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que mon scénario au départ qui était dessiné était essentiellement des points précis. Yen extrêmement faible, risque d'intervention japonaise, donc risque de correction USD/JPY. Et maintenant, une deuxième jambe fondamentale apparaît. Économie américaine qui montre des signes de faiblesse, rendement US qui baisse, différentiel du coût de taux potentiellement qui peut se réduire, donc pression supplémentaire qui s'applique sur USD/JPY. Et là, du coup, même si le scénario d'avant était plutôt sympa, là, il devient encore plus complet. Donc, avec tout ce que je viens de vous définir, ce trade illustre parfaitement ce que je vous duplique et ce que je vous apprends au quotidien et ce que je duplique aussi à mes membres pour qu'ils puissent ouvrir leur esprit, mais aussi ouvrir leur vision de marché pour cerner ce type de trade-là que la technique ne donne pas. Si j'avais regardé que mon graphique, on était sur les 163, 164, full haussier, full bullish, aucun signe de faiblesse, aucun break de structure, rien. Ma structure était toujours haussière sur toutes les time frames, notamment long terme. Donc qu'est-ce qui me fait vendre mon marché? Rien. Donc j'aurais probablement jamais vendu mon marché sans ces notions économiques. Mais justement, ma fondamentale me disait tout autre chose. Là où ma technique me montrait un marché full haussier, toutes les time frames daily, weekly, H4, haussière, aucun signe de retournement potentiel, ma fondamentale, elle, me montrait tout simplement que le yen était sur un niveau historiquement faible, que le Japon subit déjà une forte inflation importée, que le prix de l'énergie du coup aggrave cette situation. Les autorités, elles, ont démontré qu'elles étaient déjà prêtes à intervenir. Les États-Unis eux-mêmes commencent à considérer que la faiblesse du yen devient excessive. Donc j'avais pas besoin que ma technique me dise la tendance vient de se retourner, parce qu'en fait ma fondamentale elle me disait déjà que le risque que cette tendance se retourne vient de considérablement augmenter. Et pour moi, elle est là, toute la différence dans ton trading. La technique me disait que le marché était haussier, la fondamentale, elle, me disait que le coût de continuer à être haussier devenait de plus en plus important. Ça résume toute mon approche dans mon trading. Si cette vidéo t'a plu et que cette explication t'a permis d'accéder à de nouvelles notions et t'a intéressé tout simplement, je t'invite à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu le souhaites, et si jamais tu as tous les liens en bio autour de mes activités et autour de ce que je peux proposer, si jamais ça t'intéresse, tu peux juste checker, tu as tout juste en dessous. En attendant, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour que je continue à vulgariser et dupliquer ces connaissances qui pour moi me passionnent, mais surtout peuvent te donner des clés et des trades qui peuvent vraiment changer ton mois et même ton année.